Mesdames, Messieurs les modérateurs, merci de votre invitation à présenter effectivement les résultats du symposium. En fait, c'est 3 ans de travail avec une équipe de 11 chirurgiens qui ont permis de recueillir un grand nombre de données sur ces patients de plus de 50 ans victimes de rupture de croisée antérieure. Lorsque je me suis installé en 1995, on essayait de faire comprendre à un patient de plus de 50 ans qui avait une rupture de croisée antérieure qu'il était grand temps de changer son activité sportive ou du moins d'arrêter le sport, et on le mettait en traitement fonctionnel. Qu'est-ce qui s'est passé jusqu'en 2018? En fait, nos pratiques ont changé puisque maintenant on arrive à peu près à 10% de réparation. Ces ruptures du croisé antérieur après 50 ans représentent 10% des réparations du croisé antérieur. Et pourquoi cette évolution? Et pour avoir une réponse à cela, il faut faire une analyse démographique. En fait, en 2017, un tiers des Français ont plus de 55 ans. Et 2 tiers des Français, après 50 ans, se disent sportifs, et même avec une grosse activité de sport, certes de sport de loisirs, sans pivot ou pivot sans contact. Et ce dont on peut s'apercevoir, d'après les statistiques de l'INSEE, c'est que les femmes sont devenues plus sportives que les hommes après 50 ans. Ceci peut peut-être s'expliquer par le fait qu'après avoir terminé l'éducation des enfants, elles se donnent plus à une activité sportive, alors qu'on a vu diminuer l'activité sportive chez les hommes. Et après 65 ans, on a quand même une diminution de l'activité sportive. Ce qui est marquant dans notre symposium, et ce que l'on voit aussi d'une manière générale en France, c'est qu'il y a une grosse activité de sport de type ski, puisque quand on regarde cette courbe, après 50 ans, il existe encore un grand nombre de licenciés, certes de licenciés loisirs, mais qui pratiquent le sport et le ski de manière intensive. Alors, que dit la littérature? La littérature, en fait, elle est assez pauvre. On retrouve 10 publications, 2 études françaises, celle de Trojani et de Dejour, avec un nombre restreint de patients, 259 patients hors registre. En fait, ce n'est pas un grand nombre de patients, et c'est sur les études internationales. Alors, on a fait une enquête au niveau de la Société francophone d'arthroscopie, et on s'aperçoit qu'on retrouve ce nombre de 10% de la pratique chez nos confrères chirurgiens, avec une pratique qui est exactement identique à celle du patient jeune, c'est-à-dire que le chirurgien va traiter le patient de plus de 50 ans exactement comme un patient de moins de 50 ans. Alors, les objectifs du symposium, ils sont au nombre de 6. D'abord, on a voulu savoir si ce traitement, cette chirurgie après 50 ans, redonnait la même qualité de vie qu'un patient de moins de 40 ans, avec un retour au sport de la même manière, s'il n'y avait pas un taux de complications plus important, si la chirurgie est-elle différente après 50 ans, ou faut-il faire une chirurgie adaptée à ce patient? Quelle est la place du traitement fonctionnel? Est-ce que celui-ci donne un résultat suffisant pour permettre un retour au sport, peut-être au moins sportif? Et puis, un élément déterminant, quels sont les facteurs de mauvais résultats? Alors, comme dans tout symposium, on va retrouver un certain nombre d'études, d'une part rétrospectives, avec au total 398 patients, et puis une étude prospective qui est faite de 2 groupes. D'une part, des patients opérés, 228, et des patients non opérés, 92, ce qui est quand même un grand nombre de patients. Et on va comparer tout cela à des patients, à un groupe témoin de 130 patients de moins de 40 ans. Donc vous voyez qu'on a un grand nombre de patients. Alors, quand on regarde les patients, le groupe de patients non opérés, là, on a retrouvé en majorité des femmes qui étaient dans ce groupe un petit peu plus âgés que la moyenne des patients opérés, actives, un peu moins sportives, mais pratiquant quand même le ski.
et avec un genou qui était un petit peu moins laxe, avait moins de laxité que les patients que nous allons opérer. Et surtout avec une répercussion fonctionnelle qui était moins marquée, et ceci au score KOOS, qui a été le score qui a été utilisé dans ce symposium dans les différentes séries. Avec, par contre, une atteinte radiographique qui a montré plus de lésions fémoro-patellaires. Tous ces éléments-là sont significatifs statistiquement. Quand on regarde le groupe de patients opérés, toujours dans l'étude prospective, évidemment, il s'agit d'une femme qui était un petit peu plus jeune dans le groupe, active, sportive. Toujours, on va retrouver cette prédominance de sport qui est le ski, avec un genou qui était beaucoup plus laxe, beaucoup plus de laxité, et une répercussion fonctionnelle qui était nettement plus marquée, et on va le voir après sur les courbes, et par contre, moins d'atteintes radiographiques, comme si on avait bien choisi les patients au départ, c'est-à-dire ceux qui avaient des signes arthrosiques, on n'a pas voulu les opérer. Alors, quand on regarde maintenant les résultats, donc on voit bien que dans la série non opérée, la laxité de départ était à 4,5 mm. À la fin, à la révision, elle était à 4,2 mm. Donc, comme on n'a pas eu de traitement chirurgical, on n'a pas fait modifier cette laxité, mais cette laxité de départ était beaucoup plus faible. Par contre, on a une amélioration, évidemment, sur le KOOS, mais on va avoir une baisse de l'activité sportive, puisque le Techner va baisser de 1 point, ce qui est vraiment significatif. Par contre, on aura une amélioration du score ACL. Le score ACL-RSI est un score très important parce que c'est un score psychologique qui va donner aux patients la possibilité de se sentir bien ou pas bien pour reprendre le sport. Et on sait qu'un score inférieur à 70, c'est un score qui est mauvais pour reprendre une activité sportive, en particulier pivot et contact, et on voit que le score, il est à 60,7. Donc, sur ce groupe de patients, on peut dire qu'il n'y a pas de sport pivot qui soit vraiment possible avec ce type de traitement fonctionnel et qui est inadapté si la laxité est importante et de toute façon va nécessiter une surveillance importante. Quand on prend maintenant la série opérée et qu'on va la comparer aux patients inférieurs à 40 ans, en fait, déjà, une chose importante, c'est que dans le groupe de patients de plus de 50 ans, c'était essentiellement des skieurs, donc sport pivot sans contact, alors qu'avant 40 ans, c'était des sports pivot-contact, essentiellement du foot ou du rugby. La différence fondamentale, c'est sur le délai accident chirurgique qui était nettement plus important chez les patients de plus de 50 ans. C'est des patients sur lesquels, généralement, on a commencé par un traitement fonctionnel et on les a suivis avant de décider de la chirurgie. Et c'est peut-être pour ça qu'on a plus de lésions méniscales, plus de lésions cartilagineuses. En ce qui concerne la laxité, on s'aperçoit que les laxités de départ étaient exactement les mêmes, 6,7, et que les laxités après l'opération étaient autour de 2,2 mm, c'est-à-dire similaires. En ce qui concerne les scores, le score KOOS, on a un score KOOS qui est légèrement meilleur, mais non significatif statistiquement chez les patients de moins de 40 ans, et un score ACL-RSI qui est sensiblement le même. Par contre, le retour au sport paraît meilleur chez les patients de plus de 50 ans, mais ceci s'explique aisément parce qu'il s'agit d'un sport sans contact. Alors, maintenant, on va retrouver un des objectifs numéro 1 du symposium, c'est sur la qualité de vie, toujours sur l'étude prospective. Donc, sur ces courbes bien classiques du score KOOS, où on va avoir les différents items, symptômes, douleurs, vie quotidienne, sport, qualité de vie, et puis le score global. Les deux courbes du bas représentent avant le traitement, donc elles sont basses, le score KOOS est assez bas, et on s'aperçoit, comme je vous l'ai dit précédemment, que la répercussion fonctionnelle était beaucoup plus importante chez les patients que l'on a choisi d'opérer par rapport aux patients que l'on n'a pas voulu opérer. C'est la courbe jaune. Et les courbes post-traitement nous montrent après que, aussi bien sur la vie quotidienne, les symptômes de la vie quotidienne
et la qualité de vie, on arrive chez les patients opérés de plus de 50 ans et de moins de 40 ans à un résultat comparable. En ce qui concerne le retour au sport, on va avoir un élément qui sera à peu près significatif, même si la qualité du retour au sport paraîtrait plus favorable chez les moins de 40 ans. C'est leur sentiment, même si l'ACLRSI est légèrement inférieur. Par contre, on voit bien qu'il y a une différence fondamentale par rapport aux patients non opérés. Maintenant, si on prend l'étude rétrospective, qui a un intérêt parce qu'il y a un délai de révision qui est beaucoup plus important, puisque on est entre 3 et 7 ans de recul pour cette série, donc ce qui va nous donner des éléments très intéressants sur les complications et le retour au sport. On va retrouver les mêmes caractéristiques. Il s'agit d'une femme qui fait du ski, qui a une laxité importante, avec une instabilité rotatoire, qui a peu d'arthrose. On a choisi d'opérer ces gens parce qu'ils avaient peu d'arthrose, mais on va avoir un taux de lésion méniscale initiale plus importante. Alors, sur la qualité de vie, on va retrouver exactement la même chose que dans l'étude prospective, c'est-à-dire un bon objectif, des résultats qui sont tout à fait comparables. En ce qui concerne le retour au sport, alors là aussi c'est pareil, et ça a l'avantage, cette étude rétrospective, de nous montrer que le résultat est durable dans le temps, puisqu'on a un plus grand recul, et on s'aperçoit même que le taux, l'ACLRSI est plus important, nettement plus important, statistiquement significatif, parce que justement la confiance du patient au retour au sport s'améliore année après année. Et tout ça bien différent par rapport aux patients de la série prospective non opérée. Alors maintenant, les complications. Est-ce que cette chirurgie a donné plus de complications? Si on regarde le taux global, on est autour de 15%, mais en fait, on s'aperçoit qu'il s'agit essentiellement des hématomes post-opératoires, un certain nombre de lésions méniscales itératives. Et en ce qui concerne le taux de rupture itérative, il n'est que de 3%. Ceci est assez conforme à la littérature et par rapport aux dernières publications, on s'aperçoit qu'il est plutôt assez bas. On retrouve bien évidemment un certain nombre de raideurs qui ont été traitées essentiellement des défauts d'extension par Cyclope syndrome. Alors, quels sont les facteurs de mauvais résultats? Ces facteurs de mauvais résultats sont apparus suite aux études multivariées, donc c'est à prendre avec quand même certaines précautions. Évidemment, le sexe féminin apparaît en évidence, mais c'est le plus grand taux de cette série. Par contre, le niveau sportif, plus il est bas, moins le résultat sera bon. Après, dans les données cliniques préopératoires, la laxité importante est un facteur de mauvais résultat, surtout si le patient n'est pas opéré. S'il y a un ressaut rotatoire explosif, et c'est pour ça qu'il faut se poser la question, même après 50 ans, du rôle des plasties antérolatérales. Et à partir du moment où il y avait des signes d'arthrose fémorotibiale interne, c'est un facteur de mauvais résultat. En péropératoire, on va retrouver évidemment cette corrélation avec les lésions cartilagineuses internes, les lésions cartilagineuses fémoropatellaires, les lésions méniscales médiales essentiellement. Et puis, dans les données post-opératoires, évidemment, s'il reste une laxité importante, peut-être par insuffisance de contrôle ou par échec de la plastie ligamentaire, c'est aussi un facteur de mauvais résultat. Alors, les lésions méniscales et cartilagineuses, ce symposium a montré très clairement qu'elles sont toujours augmentées par le délai accident-chirurgie, augmentées par l'âge et augmentées par les antécédents chirurgicaux. Et ceci pose la question de la prise en charge précoce de cette chirurgie, de ces lésions du LCA, et peut-être par un traitement initialement qui doit être fait complètement. Alors, qui doit-on opérer? C'est les patients qui vont être demandeurs sur le plan sportif, et ça, on s'en aperçoit à l'heure actuelle. Les patients sont très demandeurs sur le plan
les patients sportifs sont très demandeurs. Les patients qui présentent une laxité importante, et il faut se poser l'intérêt des plasties antérolatérales, sans attendre l'apparition des lésions méniscales ou cartilagineuses. Et ça, c'est le point important. Et on a vu la différence avec les patients de moins de 40 ans, dont le délai, la différence était très importante, avec 23 mois contre 6 mois. 23 semaines contre 6 semaines. Alors, quel type de chirurgie on doit adopter? En fait, on s'est aperçu que les résultats étaient similaires, quelle que soit la chirurgie. Par contre, ce que l'on a vu, c'est une évolution entre l'étude rétrospective et l'étude prospective, avec plus de 20% de chirurgie aux ischio-jambiers et plus 10% de plastie antérolatérale. Alors, quel est notre message? Quand on a un patient de plus de 50 ans qui a une rupture de croisée antérieure, qu'il soit sportif ou non sportif, on va faire un traitement fonctionnel, on va attendre une éventuelle cicatrisation, parce qu'il y a des patients qui cicatrisent. On va l'évaluer à 60 jours, on va faire une laximétrie, éventuellement on refera, si on a un doute, une IRM. Si la laxité est supérieure à 6 mm, s'il y a un ressaut positif, si le patient est instable, s'il est sportif, de pivot, on lui fera une greffe du ligament croisé. Si le patient n'est pas instable, qu'il n'a pas de ressaut, qu'il n'est pas de sportif, pas de sport pivot, qu'il n'est pas demandeur, on va le surveiller, on ne va pas l'abandonner. Si le patient a une laxité inférieure à 6 mm, qu'il n'y a pas de ressaut, qu'il n'est pas instable, mais qu'il fait un sport pivot, il faudra absolument le surveiller tout en continuant le même traitement. Quelles sont les forces et les limites de notre symposium? La grande force, ça a été le nombre de patients. C'est une des plus grosses séries mondiales, c'est la plus grosse série mondiale, avec l'étude prospective de 320 patients, une étude rétrospective de 398 patients. Évidemment, on pourrait toujours nous reprocher de ne pas avoir fait de randomisation entre un traitement chirurgical et le traitement fonctionnel, mais c'est quand même un risque, comme on l'a montré, de perte de chance pour le patient s'il a une grande laxité ou s'il est très sportif. On peut aussi reprocher un petit peu un effet centre, parce que avec un effet région pour le type de sport, parce qu'on a vu que le ski était prédominant, on a essentiellement dans nos membres qui sont situés dans l'est de la France, on avait juste Bordeaux qui était représenté, mais on avait aussi Marseille. Alors à Marseille, il y a quand même des skieurs, mais on s'aperçoit qu'en France, quelle que soit la ville, on fait beaucoup de ski. Alors si on veut résumer en quelques phrases 3 ans de travail, le patient de 50 ans avec une rupture du ligament croisé antérieur peut-il être opéré? C'est évidemment oui. Faut-il attendre que la situation se dégrade? Non, surtout pas. Est-ce que les résultats sont équivalents à ceux d'une population plus jeune? C'est évident. Et le traitement fonctionnel non chirurgical a-t-il une place? Oui, mais il ne permettra pas de reprendre le sport au même niveau. Je vous remercie.